En novembre 1876, dans les montagnes Bridger du territoire du Montana, Jacob Reinhardt commença à placer des pierres de rivière entre deux murs de rondins cet automne-là, ce qui fit croire à ses voisins qu'il était devenu fou. Samuel Creek, dont la famille construisait des habitations dans ces montagnes depuis 2 générations, grommela. Un gaspillage de bois précieux. William Thorpe, le constructeur le plus habile de la colonie, ajouta 2 fois l'effort pour la moitié du profit. Cependant, Jacob, un immigrant allemand qui avait failli succomber au gel lors de son premier hiver au Montana dans une cabane typique à parois simples, avait remarqué quelque chose que les habitants locaux n'avaient pas perçu. Quelle perspicacité ce pionnier résolu possédait-il concernant la chaleur, que 2 générations de pionniers américains avaient ignorée. Cambille. La solution n'émergerait pas d'une discussion ou d'un débat académique. Au lieu de cela, elle serait révélée par l'hiver le plus rigoureux que la chaîne de Bridger ait connu en 40 ans. Cet hiver transformerait le mur non conventionnel de Jacob en facteur décisif entre la survie et le désastre. Il ferait la différence entre endurer les nuits de janvier en frissonnant et dormir confortablement en chemise, tandis que les habitants voisins épuisaient toutes leurs réserves de bois d'hiver dès février. Avant de révéler la méthode précise qui maintenait la cabane de Jacob à 20 degrés Celsius 66,8 degrés F, alors que d'autres avaient du mal à garder la leur à 2 degrés Celsius 36 degrés F, veuillez me faire une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire indiquant votre lieu de visionnage et la raison. Car je vous montrerai les dimensions exactes, le positionnement spécifique des pierres et les principes scientifiques derrière sa fonctionnalité. C'est une information qui est restée cachée pendant plus de 100 ans. De plus, si vous restez, vous comprendrez pourquoi les entreprises d'isolation contemporaine préfèrent que vous ne connaissiez pas les techniques de construction à masse thermique. Examinons maintenant ce que Jacob a construit en novembre. Jacob Reinhardt ne construisait pas seulement une habitation, il érigeait une forteresse pour combattre le froid. Et universellement, les gens croyaient qu'il créait un monument à la folie. Les cabanes typiques du Montana en 1876 utilisaient une conception à parois simples. Les rondins étaient entaillés et empilés, scellés avec de la mousse et de la boue, éventuellement avec une couche intérieure de planches fendues, si les ressources le permettaient. La chaleur provenait d'un foyer central ou d'un poêle situé dans un coin. Cependant, la chaleur s'échappait également par chaque crevasse, l'extérieur de chaque rondin, et chaque rafale de vent qui pénétrait l'étanchéité. La cabane correctement construite de Samuel Creek cessait de retenir la chaleur de son feu dans les 2 heures suivant l'extinction des braises. Au matin, du givre s'était formé à l'intérieur de ses fenêtres. C'était considéré comme typique, telle était l'existence à la frontière. Le plan architectural de Jacob leur était incompréhensible. Il construisit un mur extérieur de rondins entiers, hermétiquement scellés, puis, 45 cm 18 pouces plus à l'intérieur, il érigea un deuxième mur entier avec des rondins plus petits. Entre ces murs, il commença à disposer des pierres de rivière, non pas au hasard, mais en couches méticuleuses et étroitement ajustées, remplissant tout l'espace de 45 cm 18 pouces de la base à la poutre de toit. Tu gaspilles les 3 cordes d'excellent bois pour une entreprise insensée, lui dit Creek début novembre, observant Jacob cimenter une autre rangée de granit et de grès. Cette pierre ne s'enflammera pas et elle ne fournira pas de chaleur. William Thorpe, qui avait érigé 27 cabanes à travers le Montana et le Wyoming, déclara plus crûment. Les doubles murs retiennent l'humidité, vous aurez de la pourriture au printemps et de la moisissure en été. J'ai vu des individus tenter des concepts ingénieux. Les montagnes ne favorisent pas l'ingéniosité, elles favorisent ce qui a fait ses preuves. Thorpe inspirait confiance. Ces habitations construites ont perduré pendant de nombreuses décennies. Ces techniques étaient efficaces. Quelle raison aurait-on de les contester? Jacob n'offrit aucune contre-argumentation. Il continua simplement à empiler des pierres. Le granit de rivière fut choisi pour sa compacité. Le grès de la crête sud fut sélectionné pour sa capacité à retenir la chaleur.
Chaque pierre était positionnée pour optimiser le contact avec les pierres adjacentes, réduisant ainsi les vides d'air et formant une masse thermique ininterrompue. Cette structure s'élevait du sol jusqu'à 2,13 m 7 pieds, précisément l'élévation à laquelle les corps humains émettent de la plus grande quantité de chaleur pendant le repos et les tâches routinières. À la mi-novembre, la demeure de Jacob semblait absurde. Elle était aussi robuste qu'une forteresse, son intérieur sombre à cause des ouvertures de fenêtres réduites, essentielles pour préserver l'intégrité structurelle des murs. Son poids immense nécessita la construction d'une fondation de pierre des champs empilés, s'étendant sur 4 pieds de profondeur jusqu'au substrat rocheux. Thomas Brickner, transportant un chariot de foin, ricana en remarquant « Ce type construit une forteresse juste pour y grelotter. » Le son de la gaieté résonna dans toute la communauté. Jacob, le simplet, Jacob, l'Allemand qui n'avait pas compris la sévérité des hivers américains. Jacob allait bientôt démontrer sa compréhension de la masse thermique, un concept que ses voisins avaient entièrement négligé. Une habitation en rondin typique dissipe la chaleur au même rythme qu'elle l'absorbe. Quand un feu brûle, l'air se réchauffe, quand le feu s'éteint, l'air se refroidit. Les rondins de bois eux-mêmes n'apportent qu'une contribution négligeable à la rétention de la chaleur. Le pin et l'épicéa, les principaux bois de construction du territoire du Montana, possèdent des indices de masse thermique d'environ 0,45 BTU par livre par degré Fahrenheit. Un mur en rondin de 12 pouces pouvait retenir la chaleur pendant environ 20 minutes après le feu, après quoi elle disparaissait. La pierre se comporte différemment, le granit retient 0,19 BTU par livre par degré Fahrenheit, mais sa densité est de 165 livres par pied cube. Contrairement aux 25 à 35 livres du bois, cela implique qu'un seul pied cube de granit peut stocker presque le triple de l'énergie thermique totale d'un volume équivalent de bois. Le grès, avec 0,22 BTU et 140 livres par pied cube, s'avère encore plus efficace pour une décharge progressive de chaleur. Jacob avait incorporé environ 8000 livres de diverses pierres dans ses murs. Ces murs, une fois chauffés, émettraient de la chaleur pendant une période de 6 à 8 heures après l'extinction de son feu. Cependant, le génie s'étendait au-delà de la simple pierre, il résidait dans la construction à double paroi, qui captait la chaleur radiante entre deux couches d'isolation. Cette configuration permettait au noyau de pierre d'aspirer la chaleur de l'intérieur de la cabane, empêchant simultanément son échappement vers l'atmosphère extérieure via le mur extérieur en rondin. L'espace de 18 pouces n'était pas aléatoire, il représentait la séparation idéale pour que les courants de convection déplacent l'air chauffé contre la face de la pierre sans générer de courant d'air froid, tout en étant suffisamment étroit pour maintenir la capacité isolante des murs extérieurs. Crick et Thorpe ne concevaient pas les choses de cette manière, leurs pensées étaient enracinées dans la coutume. Ils se concentraient sur ce que leurs ancêtres construisaient, ce qui s'était avéré efficace l'hiver précédent, et ce qui était de notoriété publique. Quand Jacob tenta de clarifier que la pierre retient la chaleur, que la masse thermique fonctionne comme un réservoir de chaleur, ils le perçurent comme une absurdité. La pierre ne se souvient de rien. Crick déclara, « Une pierre froide reste juste là, et elle va refroidir votre habitation. » Thorpe confirma d'un hochement de tête. Pendant 3 décennies, j'ai construit des cabanes avec des cheminées en pierre. Si l'on n'est pas prudent, la pierre extrait la chaleur d'une pièce, créant essentiellement un puits de chaleur autour de vous. Leur affirmation contenait une part de vérité. La pierre non chauffée attire en effet la chaleur de l'air jusqu'à atteindre une température d'équilibre, libérant ensuite cette énergie accumulée. Cependant, le système nécessite une masse thermique suffisante et un apport de chaleur constant pour fonctionner correctement. Les 8000 livres de pierre de Jacob exigèrent 3 jours de feu ininterrompu pour être entièrement saturés de chaleur. Ses voisins interprétèrent ces 3 jours comme une preuve de son incompétence, croyant qu'il gaspillait bêtement du bois. Le 28 novembre, Brickner nota que la cheminée de Jacob émettait de la fumée pour la 72e heure consécutive. Il aura épuisé ses réserves de combustible avant Noël.
Jacob resta silencieux, il continua à fendre du bois, à l'arranger de manière compacte, et attendit le jugement final de l'hiver. 18 décembre 1876. À l'aube, la température enregistrait 14 degrés Fahrenheit, ce qui était frais mais tolérable. À midi, elle était tombée à 8 degrés Fahrenheit. Au crépuscule, le thermomètre placé à l'extérieur du magasin général de la communauté indiquait 4 degrés Fahrenheit. De plus, le vent s'intensifiait. Le 21 décembre, la vallée de Bridger se retrouva prise dans une vague de froid intense destinée à être rappelée pendant de nombreuses générations. La température matinale était de 22 degrés Fahrenheit, le pic de l'après-midi atteignit 16 degrés Fahrenheit. Le facteur de refroidissement éolien a fait chuter les températures à un ressenti de moins 45 degrés Fahrenheit. Ce froid extrême était plus que simplement désagréable, il représentait un danger mortel. Les animaux de la ferme périssaient de froid à l'intérieur de leurs abris. Des seaux d'eau se solidifiaient en glace en moins de 60 minutes après avoir été rentrés à l'intérieur dans toute la colonie. Les foyers consommaient du bois de chauffage à un rythme alarmant, s'efforçant de maintenir les températures de leurs habitations au-dessus du point de congélation. Le foyer de Samuel Crick épuisait une corde de bois tous les jours et demi, bien que construite selon ce que Crick considérait comme d'excellentes normes. Leur habitation avait du mal à maintenir la température du sol à 38 degrés Fahrenheit. Les températures pouvaient atteindre 50 degrés Fahrenheit près du plafond, où la chaleur se dissipait inefficacement. Vêtus de plusieurs couches de laine, ils dormaient blottis autour du poêle, se relayant pour attiser les flammes tout au long de la nuit. Le 23 décembre, la plus jeune enfant de Crick souffrait d'engelures aux pieds et à l'intérieur de la cabane, car la température du sol était tombée à 28 degrés Fahrenheit pendant la nuit, lorsque l'intensité du feu avait diminué. L'habitation de William Thorpe fonctionnait un peu plus efficacement, grâce à un foyer plus grand et une isolation plus substantielle, maintenant des températures entre 42 et 45 degrés Fahrenheit pendant les soirées les plus glaciales. Cependant, sa consommation de bois était ruineuse. Le 4 janvier, il avait épuisé ses réserves de bois prévues pour l'hiver, et fut contraint d'acquérir des cordes supplémentaires auprès des habitants voisins à des coûts exorbitants. Avant de révéler les événements à l'intérieur de la cabane de Jacob, veuillez me faire une faveur, appuyez sur le bouton. J'aime si vous estimez que ce contenu en vaut la peine, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez dans les commentaires la température la plus basse que vous ayez jamais rencontrée, car ce que je suis sur le point de divulguer remet en question toutes les idées reçues de la science du bâtiment contemporaine concernant l'isolation. Les données le confirment. Le soir du 23 décembre 1876, l'habitation de Jacob maintenait une température intérieure de 64 degrés Fahrenheit. C'était en contraste frappant avec la famille de Crick, qui tremblait à 38 degrés Fahrenheit, et les habitants de Thorpe, qui se serraient les uns contre les autres à 45 degrés Fahrenheit. Jacob restait assis, à l'aise en chemise, le feu dans son foyer était éteint depuis 4 heures. Ayant été entièrement saturés de chaleur après 3 semaines de chauffage ininterrompu, les murs de pierre émettaient maintenant leur énergie thermique accumulée à un rythme d'environ 2 degrés Fahrenheit par heure. Le matin, lorsque Jacob a rallumé son feu, la température de l'habitation avait diminué à 56 degrés Fahrenheit, mais elle restait au-dessus du point de congélation. Il faisait encore suffisamment chaud pour dormir sans craindre de développer une hypothermie. La disparité de température n'était pas seulement de 5 ou 10 degrés. Elle était de 26 degrés plus chaude que la résidence de Crick et de 32 degrés plus chaude que l'atmosphère extérieure. De plus, Jacob avait utilisé moins de 50% du bois de chauffage de ses voisins, car sa seule exigence était de préserver la chaleur de la pierre, plutôt que de réchauffer perpétuellement l'air qui s'échappait par les structures conventionnelles à parois uniques. À l'aube du 27 décembre, Samuel Crick frappa à la porte de Jacob. Alors que Jacob la déverrouillait, Crick perçut une bouffée de chaleur et regarda avec étonnement. Ce furent les seuls mots qu'il prononça. Jacob s'abstint de se vanter. Au lieu de cela, il accueillit Crick à l'intérieur, lui présenta les murs de pierre et élucida le concept de masse thermique avec une patience pédagogique.
Tom? Crick toucha la surface intérieure de la pierre, qui restait chaude au toucher à 7 heures du matin. Même une demi-douzaine d'heures après que les flammes se soient éteintes, elle conservait sa chaleur. Jacob, parlant avec son anglais teinté d'allemand, déclara : « Elle retient la chaleur et la libère progressivement tout au long de la nuit. » La nouvelle se répandit plus vite que les conditions glaciales. Le jour du Nouvel An, une douzaine de personnes avaient inspecté l'habitation de Jacob. Thorpe arriva, armé d'un thermomètre et d'une attitude dubitative. À 9 heures du matin, il enregistra une température de 62 degrés Fahrenheit, bien qu'aucun feu n'ait été allumé depuis minuit. Il prit ensuite des relevés des murs extérieurs, constatant que la surface extérieure était à moins 18 degrés Fahrenheit. Un différentiel de température de 80 degrés existait à travers la construction à double paroi et en pierre de Jacob. Thorpe resta debout, thermomètre serré dans sa main, et prononça 5 mots qui révolutionnèrent la construction frontalière au Montana. « Mon évaluation était incorrecte, c'est efficace. » Les preuves factuelles se sont avérées irréfutables. En janvier 1867, le mois le plus froid, Jacob consommait environ 1,2 cordes de bois par semaine. Crick utilisait 2,8 cordes, et Thorpe 2,4 cordes. La consommation de bois de Jacob était 57% inférieure à celle de Crick et 50% inférieure à celle de Thorpe, tout en maintenant une température intérieure de 22 à 28 degrés Fahrenheit plus chaude en moyenne pendant la nuit, lorsque les feux diminuaient généralement. Cependant, la véritable validation est venue du bien-être et de la sécurité. L'enfant de Crick s'est remis de ses engelures, mais l'événement continuait de le tourmenter. Cet hiver-là, 3 autres familles de la communauté ont signalé des affections similaires dues au froid, engelures, légères gelures et maladies graves dues à une exposition prolongée au froid. La famille de Jacob n'a rencontré aucun de ces problèmes. Ils dormaient profondément et se réveillaient en ayant chaud. Ils ont survécu au rude hiver de 1876 à 1867. Lorsque mars arriva et que le temps glacial se calma enfin, Jacob avait reçu des demandes de 17 foyers. Il cherchait des détails précis. Quelle devait être l'épaisseur des murs? Quel type de pierre était le plus efficace? Quelle quantité de masse thermique était nécessaire par pied carré de l'habitation? Jacob a divulgué toutes les informations. Il a dessiné des illustrations détaillant l'espace de 18 pouces, la méthode de superposition des pierres et les besoins fondamentaux pour supporter la charge. Il a précisé que les pierres de rivière étaient supérieures aux roches de carrière en raison de leur plus grande densité. De plus, il a déclaré que le grès était plus efficace que le granit pour une émission de chaleur progressive, et que le double mur devait être véritablement scellé, sinon les courants de convection dissiperaient la chaleur accumulée. Au cours de l'été suivant, les travaux ont commencé sur 9 nouvelles habitations, intégrant le concept de masse thermique de Jacob. William Thorpe, de manière louable, est devenu le plus fervent partisan de cette méthode. Il a amélioré la méthode de Jacob, introduisant des améliorations telles que des espaces d'air délibérés dans la partie supérieure du mur de pierre pour gérer la convection, et utilisant différentes variétés de pierres en fonction de leur élévation. Il a placé du granit plus dense à la base pour une rétention de chaleur optimale et du grès plus léger plus haut pour une dispersion de chaleur plus rapide. Vers 1840, 3 habitations de la région de Bridger Valley utilisaient une construction à double paroi à masse thermique. Le style architectural s'est étendu au Wyoming, à l'Idaho et au Dakota. Les pionniers les appelaient les murs de Reinhardt ou, parfois, les murs chauffants allemands. Leur construction exigeait un effort et des ressources initiaux plus importants. En effet, leur coût de construction était peut-être 30% plus élevé, mais ils réduisaient de moitié la quantité de bois de chauffage nécessaire. Ils maintenaient des températures de 20 à 30 degrés Fahrenheit plus chaudes lors des vagues de froid soudaines, et surtout, ils ont sauvé des vies lors des masses d'air arctiques récurrentes qui descendaient du Canada. Jacob Reinhardt est décédé en 1903 à l'âge de 71 ans, ayant continué à résider dans l'habitation qu'il avait construite en 1876. Cette cabane particulière est toujours debout aujourd'hui, partiellement conservée.
Cela témoigne de concepts de construction que la science de la construction contemporaine a réidentifiés et nommés conception de masse thermique solaire passive. Ce que Jacob avait instinctivement compris, et ce que les membres de sa communauté avaient initialement rejeté comme une absurdité, c'est que combattre le froid de l'hiver ne consiste pas à produire de la chaleur supplémentaire. Au lieu de cela, il s'agit d'accumuler de la chaleur, d'empêcher sa dissipation et de la libérer précisément quand elle est le plus nécessaire. Les barrières de pierre qu'il a érigées n'étaient pas rudimentaires, elles fonctionnaient plutôt comme des accumulateurs thermiques avancés basés sur des concepts actuellement enseignés dans les écoles d'ingénieurs. Celles-ci incluent la capacité thermique spécifique, la conduction thermique, la transmission de chaleur par rayonnement et l'équilibre convectif. L'aspect regrettable était que cette expertise a presque disparu dans les années 1920. Le bois bon marché et l'isolation contemporaine ont rendu les méthodes de construction à double paroi à masse thermique apparemment obsolètes. Pourquoi transporter 8000 livres de roche quand des panneaux de fibres de verre peuvent être facilement installés? La réponse, naturellement, est que si l'isolation en fibres de verre empêche la chaleur de s'échapper, elle ne retient aucune chaleur. Les résidences contemporaines se réchauffent rapidement et se refroidissent vite. L'habitation de Jacob se réchauffait et se refroidissait progressivement. Dans un scénario de survie, un taux de refroidissement progressif peut être le facteur décisif entre la vie et la mort. Des tests contemporains menés sur des murs recréés de style Reinhardt révèlent une capacité de rétention thermique de 6 à 9 heures, avec une dissipation de chaleur de 2 degrés Fahrenheit par heure, corroborant précisément les découvertes de Jacob de 1876. Les résidences contemporaines qui intègrent des principes de masse thermique similaires réalisent une réduction des dépenses de chauffage de 40 à 60% par rapport aux constructions à ossature légère standard. Les lois physiques sous-jacentes sont inchangées, et la sagesse inhérente perdure. La seule modification réside dans notre volonté d'assimiler les leçons des époques révolues. Les voisins de Jacob le qualifiaient d'excentrique jusqu'à ce que les rigueurs de l'hiver démontrent sans équivoque son génie. Ces méthodes innovantes furent initialement rejetées comme un manque de compréhension inhabituel, jusqu'à ce que leurs propres enfants ressentent le froid, tandis que sa famille restait confortablement au chaud. La perspicacité acquise ne concerne pas uniquement la construction de logements, elle souligne la nécessité d'humilité face au savoir traditionnel. Cela implique de reconnaître que les approches éprouvées par le temps perdurent souvent parce qu'elles résolvent efficacement des défis réels, et cela critique la présomption selon laquelle les méthodologies contemporaines sont intrinsèquement supérieures. Jacob, pour sa part, n'a jamais affirmé avoir inventé la construction à masse thermique. Des principes analogues sont observables dans le chauffage coréen en dôle, les systèmes japonais Irori et les poêles de masse européens. L'exploit de Jacob a été d'adapter des connaissances ancestrales aux exigences de la vie de pionnier, prouvant de manière concluante, à travers de rudes épreuves hivernales, que les murs en pierre pouvaient sauver des vies dans la nature sauvage du Montana. Si vous avez trouvé cette exploration approfondie de l'ingénierie de la frontière éclairante, veuillez envisager de donner un pouce bleu à cette vidéo et d'appuyer sur le bouton d'abonnement. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, en me faisant savoir quelles autres techniques de construction historiques intrigantes vous aimeriez que j'explore. Les poêles russes, les maisons en tourbe et les abris souterrains ne sont que quelques exemples. J'ai des dizaines de ces récits préparés et impatients d'être partagés. Chaque récit est rempli d'enseignements pratiques que les méthodes de construction contemporaines semblent avoir négligés. La question cruciale est, êtes-vous prêt à absorber la sagesse que détenaient autrefois les anciens? Car dans notre prochain segment, nous explorerons comment un immigrant norvégien a conçu une cheminée largement considérée comme irréalisable, pour qu'elle finisse par surpasser les performances de tous les experts en maçonnerie du Colorado. Assurez-vous de ne rien manquer.